Je voudrais, sur la permission de mon président et du secrétaire général du ministère, de toutes les autorités qui ont pris par cette table, lancer cette conférence inaugurale sur un sujet qui nous intéresse et qui nous cadre, le système de santé, ses réformes et surtout l'impact que nous avons actuellement à travers toutes nos interventions et particulièrement celles menées par, celles appuyées par le projet Passerelle et Équité. Je voudrais, avant cette présentation, vous rappeler qu'en fait, qu'il y a une analyse approfondie du secteur santé et qui a été faite depuis 2016 et qui avait révélé de nombreux dysfonctionnements au sein du système de santé. Si vous avez lu, nous avions notamment l'inexistence ou pratiquement la quasi-inexistence d'une gouvernance concertée au sein du secteur. Il a été noté une faible accessibilité, mais surtout financière, des populations à nos prestations, une mauvaise répartition et une gestion des ressources humaines au sein du secteur, une quasi-absence de protocoles de santé pour les soins et notamment pour la santé sexuelle et reproductive, pour laquelle la plupart de nos cibles pour les ODD y sont. Il avait été également noté qu'au sein du secteur, qu'il y avait une insuffisance de régulation de toutes nos interventions. Et tout ce problème de prolifération des médicaments. Et face à tout ceci, il avait été préconisé des réformes au niveau du secteur santé. Des réformes qui devaient être sur le plan institutionnel, des réformes sur le plan organisationnel, mais des réformes aussi surtout sur le plan fonctionnel. Et ces réformes devaient être conduites par les programmes de santé. Mais vous comprenez, et qui parlent des programmes de santé, c'est vraiment avec à côté nos partenaires techniques et financiers. Enabel, projet que je connais beaucoup, pour la coopération belge, laquelle que j'ai bénéficié pendant près de 10 ans quand j'étais directeur départemental, directeur de cabinet, a choisi vraiment de nous aider parmi tous ces dysfonctionnements à agir sur un certain nombre. Après un certain nombre d'années de mise en œuvre, aujourd'hui encore, il nous donne l'opportunité de partager les expériences, mais également surtout d'analyser les effets induits par ces réformes en général, mais celles surtout appuyées par Enabel. Je sais, je dis en général parce que pour avoir bénéficié de ce projet, pour avoir bénéficié de l'appui belge, je sais qu'à côté de ce qu'ils appuient, à côté de ce qui est mis dans leur cahier de charges, ils n'ont jamais manqué de tendre la main, ils n'ont jamais manqué de mettre la main sur toute autre réforme, sur tout autre dysfonctionnement qui peut entraver le système de santé. Merci, Dr Namboni, pour cette introduction qui plante bien le décor et qui situe vraiment l'importance de cet atelier. Donc, j'ai vraiment le privilège de porter la voix des collègues Enabel. J'espère que je la porterai très bien pour donc partager avec vous nos réflexions ou notre analyse de notre contribution à la mise en œuvre des réformes et des priorités du secteur de la santé, mais aussi et surtout de revenir un peu sur les modalités selon lesquelles nous essayons de développer cet appui au secteur de la santé de manière à apprendre davantage des expériences qui sont développées pour construire toujours un peu mieux nos futures interventions. Donc, je partagerai dans un premier temps les grands axes d'intervention pour essayer de faire le lien avec ces réformes et priorités, puisque c'est de cela
qui s'agit dans un premier temps, et puis après montrer comment est-ce que en développant des stratégies d'apprentissage, nous arrivons à avoir des résultats encore plus intéressants. Je parlerai ensuite des synergies qui sont nécessaires à développer et vous vous en doutez bien, je terminerai avec les différents défis que nous partagerons ensemble. Donc nous sommes en train de parler en fait de deux programmes santé. Il y a le programme PASSRIS qui est un programme axé sur les droits et l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive de qualité, mais également un aspect, je dirais, qui mise sur la redevabilité sociale, la prise de décisions informée, un pilotage stratégique du système de santé basé sur des données sanitaires de qualité. Ce programme, donc il y a deux interventions, comme je viens de le montrer, avec différents résultats que je ne vais pas citer en détail. Mais en gros, nous avons pour l'intervention des SSR des résultats qui concernent l'amélioration de la santé des adolescents et des jeunes, tout ce qui est changement de comportement, le renforcement de la chaîne de services dans les formations sanitaires et puis différentes innovations pour toujours faire différemment les choses de manière à avoir plus de résultats, plus d'impact. Au niveau de la deuxième intervention, c'est un travail beaucoup plus sur la qualité de l'information sanitaire, mais aussi travailler sur des mécanismes pour faciliter leur exploitation et travailler également sur des dispositifs de gestion et de valorisation des connaissances qui sont produites à travers la mise en œuvre et enfin les innovations. Alors, le programme PASSRIS appuie bien sûr le niveau central, mais au niveau opérationnel, parce que vous verrez dans les modalités que je vais présenter tout à l'heure, donc on a à la fois un ancrage au niveau central, mais aussi au niveau opérationnel. Donc, au niveau opérationnel, PASSRIS intervient dans les départements du Sud, en l'occurrence l'Atlantique et le Koufou, et puis la zone paraportuaire, et ça c'est pour faire la synergie avec le secteur paraportuaire que nous appuyons également avec le projet Passeport qui vise à accompagner le développement de l'espace portuaire. Le deuxième projet dont je voudrais parler, c'est Équité, donc Ensemble pour une qualité des soins inclusive et transparente et orientée vers l'égalité genre, mis en œuvre par Enabel mais financé par l'AFD, et qui vise également à contribuer à l'amélioration de la santé des populations béninoises, en particulier les plus vulnérables et visant l'égalité genre. L'objectif précis, c'est vraiment qu'on ait une offre de soins intégrés de qualité pour les soins obstétricaux et néonataux d'urgence, les maladies non transmissibles, en tenant compte des besoins spécifiques liés au genre, particulièrement dans le département des Collines, mais aussi au niveau de l'hôpital départemental du Borgou. Les différents axes concernent donc les soins de santé préventifs, curatifs, concernant donc les SONU, les maladies non transmissibles, comme je le disais. Il y a un axe important qui est le renforcement des ressources humaines en santé. Et enfin, un axe qui concerne beaucoup plus la gouvernance, donc renforcer les capacités techniques des institutions qui gouvernent et pilotent le système de santé, notamment dans le département des Collines. Et puis de manière un peu plus conjoncturelle, l'appui à la riposte Covid qui a été un axe important finalement dans la mise en œuvre de cette intervention. Donc les zones d'intervention de l'équité, c'est le département des Collines et comme vous verrez, bon, le cadre est un peu trop grand, ce n'est pas tout le Borgou, mais l'hôpital départemental du Borgou en particulier. Donc, si on met ensemble un peu les axes d'intervention des deux programmes, on pourrait dire donc que nous sommes plus sur la santé sexuelle reproductive des adolescents et des jeunes, les soins obstétricaux et néonataux d'urgence, les maladies non transmissibles, dont les maladies non transmissibles qui concernent la femme, notamment les cancers féminins. Nous sommes, comme on le rappelait ce matin, au mois d'octobre, où d'ailleurs nous prévoyons demain
demain de faire une marche rose justement pour soutenir la lutte contre le cancer du col. Le renforcement des ressources humaines en santé avec la production des ressources humaines initiales, l'appui aux écoles de formation, mais aussi le renforcement de capacités en continu, le renforcement d'une demande de soins structurée pour un dialogue équilibré avec l'offre, l'amélioration du système d'information sanitaire, puisque c'est nécessaire pour un pilotage éclairé du système de santé, et l'appui à la gouvernance du système de santé, et j'ai déjà évoqué la question de la lutte contre le Covid. Alors, est-ce que ces différents axes s'alignent avec les priorités nationales? Donc, lorsqu'on prend les axes prioritaires donc, du plan national de développement sanitaire, on peut remarquer qu'au niveau des différentes priorités, nous avons des actions qui sont mises en œuvre. Par exemple, le développement du leadership et de la gouvernance dans le secteur de la santé. Nous sommes, comme je l'ai dit, en appui institutionnel à tous les niveaux, au niveau central comme au niveau intermédiaire, au niveau le plus opérationnel. Mais nous pouvons, par exemple, mettre en évidence la stratégie d'appui à la fonctionnalité et la performance des zones sanitaires, qui est aujourd'hui une stratégie que le ministère de la Santé utilise judicieusement pour évaluer la qualité de la gouvernance des zones sanitaires. L'axe qui concerne la prestation de services pour l'amélioration de la qualité des soins est au cœur vraiment le central, hein, je dirais. Donc, tout ce qui est approche qualité est développé au niveau des SONU, au niveau des maladies non transmissibles, la santé des adolescents et des jeunes, l'appui à la planification familiale, la santé communautaire et même les soins palliatifs que nous avons investis depuis quelques temps maintenant sur le programme Passeris. Nous avons aussi l'axe valorisation des ressources humaines. À ce niveau, nous avons appuyé la gestion des ressources humaines, notamment avec le logiciel IRIS. Ça, c'est quelque chose qui peut être discuté, bien sûr, avec un succès beaucoup plus mitigé, compte tenu des difficultés connues au niveau de cette plateforme-là. Mais au niveau de la production, on l'a rappelé, l'appui aux écoles de formation INMES et IVSIO, les licences, mais surtout la création de 4 différents masters spécialisés, soins, santé sexuelle reproductive, instrumentation chirurgicale, master néphrologie et aussi master en soins palliatifs. Nous avons aussi au niveau du renforcement des capacités en continu du personnel de santé, développer l'approche e-learning avec le ministère de la Santé, les centres de formation SONU, l'approche de mentorat de proximité pour renforcer vraiment les capacités des ressources humaines à prester des soins obstétricaux néonataux de qualité et même l'accompagnement du ministère de la Santé pour la mise en place d'une plateforme de gestion des recrutements, la plateforme Emploi Santé, qui aujourd'hui est un outil essentiel utilisé par le ministère de la Santé pour assurer le recrutement des ressources humaines dans le secteur. Le développement des infrastructures et équipements produits de santé est un axe important. Et à ce niveau-là, comme beaucoup le savent, nous avons aussi appuyé donc les constructions de formations sanitaires et des hôpitaux également. Au niveau de l'axe amélioration du système d'information sanitaire, nous avons eu l'ambition, je dirais, de digitaliser la collecte des données à la source, et cela est en train de donner des résultats, bien que, par exemple, l'approche de digitalisation du dossier patient n'est pas encore totalement une réalité compte tenu d'un certain nombre de difficultés techniques. L'amélioration du mécanisme de financement pour une couverture santé universelle, disons donc que nous visons à accompagner aussi le développement de l'assurance maladie, notamment l'appui à la communication autour de l'âge, parce que c'est une nécessité absolue pour que la population comprenne et y adhère, sans oublier ce que nous faisons pour placer le droit des patients au cœur du dispositif de l'assurance maladie. Par rapport aux différentes réformes au sein du secteur,
on a évoqué comme réforme l'amélioration de la gouvernance dans les formations sanitaires publiques et je pense que j'ai rappelé un certain nombre de choses que nous faisons dans ce domaine-là. Et je peux aussi mettre en évidence l'accompagnement au développement du SILOS, le système local de santé, qui est donc en fait cette vision d'une zone sanitaire inclusive et multisectorielle. La promotion d'un environnement favorable au développement pharmaceutique, qui est l'autre réforme, a pu être accompagnée avec notamment le logiciel de gestion des stocks e-sigle qui a été mis en place dans l'ensemble des zones sanitaires que nous appuyons avec des résultats tangibles. Nous avons enfin, pour la réforme concernant le partenariat public et privé, on peut mettre en évidence le fait que nous travaillons aujourd'hui avec le secteur privé, notamment pour prendre en compte les données sanitaires de ce secteur privé pour mieux comprendre la place de ce secteur privé et dimensionner l'appui qu'il faudrait apporter. Quelques projets phares aussi qui étaient importants donc pour le gouvernement. On s'aligne également sur ces projets phares, notamment le renforcement des infrastructures et équipements. Je l'ai dit, il y a plein de chantiers de construction qui sont en cours. La maintenance des équipements, nous avons différentes initiatives, dont une synergie en cours avec Médecins sans vacances sur la gestion de la maintenance assistée par ordinateur. Le développement des ressources humaines, j'en ai déjà parlé. Et puis la promotion e-santé, nous avons équipé 100% des formations sanitaires dans les départements du Sud, donc le Koufou et l'Atlantique, avec la connexion Internet, ce qui permet de développer différents projets digitaux, dont justement cette digitalisation de la collecte des données sanitaires dont j'ai déjà parlé. Nous avons accompagné l'étude de faisabilité technique de la télémédecine, qui est importante pour le ministère de la Santé. Et donc, ces études, les résultats sont là aujourd'hui et il suffit donc d'avoir les financements pour pouvoir développer la télémédecine au Bénin. Nous accompagnons aussi la transformation digitale au sein du secteur en mettant en place des techniciens IT qui ont accompagné les différents projets digitaux. Et d'autres projets digitaux phares sont en cours, notamment l'appui à la transfusion sanguine que Monsieur le secrétaire général du ministère de la Santé avait soulevé dans son intervention. La santé communautaire est aussi un projet important aujourd'hui pour le ministère de la Santé et nous sommes aussi dans ce secteur pour accompagner notamment les expériences de digitalisation des données communautaires. Donc voilà un peu en gros pour montrer que les appuis qui sont développés aujourd'hui ne sont pas développés en dehors des priorités du ministère de la Santé, mais la plus-value que nous apportons est davantage au niveau de la façon dont nous travaillons pour essayer de faire les choses autrement, pour avoir plus d'impact et plus de durabilité. D'abord, c'est la question du double ancrage où nous intervenons à la fois au niveau central, mais aussi, comme je l'ai dit, au niveau opérationnel, influencer donc les politiques et les stratégies au niveau décisionnel et ensuite accompagner leur mise en œuvre au niveau opérationnel. L'innovation et l'apprentissage sont au cœur de la mise en œuvre, comme je le disais. Donc, dès que nous avons un certain nombre de choses qui ne fonctionnent pas, on essaye de réfléchir ensemble pour voir quelle approche il faut mettre en place. Je pense que on dit la folie, c'est de faire toujours les mêmes choses et d'espérer des résultats différents. Donc, on essaye de ne pas faire à tout prix les mêmes choses, mais voir lorsque c'est nécessaire introduire de l'innovation. Et c'est pour ça que l'apprentissage est au cœur de la mise en œuvre pour apprendre des approches que nous développons. L'approche systémique nous préoccupe parce que nous travaillons sur un système qui est complexe et nous devons avoir justement l'humilité d'accepter de ne pas savoir a priori ce qui fonctionne. Et c'est pour ça qu'une approche réflexive et participative est la conséquence logique. Et voilà, je dis donc que la sagesse nous impose de questionner le système et de mettre en place cette approche réflexive avec les experts du système. Et ces experts, c'est ceux qui sont dans le système et qui mettent en œuvre les actions au sein du système. Donc, en fait, cela induit indirectement la nécessité de conduire les interventions avec la recherche-action. Nous visons des changements et non des réalisations tout simples. Et qui dit changement dit donc qu'il faut travailler de manière à inscrire les résultats dans la durabilité. La gestion axée sur les résultats n'est pas pour autant oubliée, puisque c'est
aussi pour ça qu'on est là, surtout donc des résultats de développement, je vais dire donc des changements concrets, et la recherche permanente de synergie, puisque ensemble on est plus fort, d'accord, et on s'inscrit, comme je l'ai dit aussi, dans la durabilité, pas d'action a priori non durable. Exemple, c'est quand on nous demande régulièrement de pouvoir recruter des ressources humaines pour accompagner les gaps en ressources humaines qui existent. On sait très bien qu'en mettant des ressources sur ce genre d'initiative, nous n'aurons pas la possibilité de les rendre pérennes. Et donc l'apprentissage dont nous parlons ici, il ne s'agit pas donc d'un apprentissage à côté de la mise en œuvre, mais un apprentissage intégré et continu. Comme je le rappelais, donc, la simple mise en œuvre de stratégies nationales ou de cas de résultats d'intervention n'est pas suffisante. Certes, il faut, de manière à être redevable par rapport aux bailleurs et autres, faire ce qui a été demandé, mais il ne s'agit pas tout juste de bien faire les choses. De bien faire les choses, mais comme je l'ai dit un peu plus loin, c'est de faire aussi les bonnes choses. Dans quoi on investit pour avoir davantage de l'impact. Donc, nous visons un changement et il faut identifier, il y a plusieurs moyens dans un système complexe pour avoir ces changements en tenant compte du contexte, des acteurs, des interactions, etc. Donc, il faut faire des options pour atteindre ces changements avec une démarche itérative de recherche-action. Comme ce schéma le montre, donc, nous planifions des actions, certes, mais en mettant au cœur la réflexion pour savoir ce qu'il faut faire pour avoir des résultats. On met en œuvre ces actions, on collecte des données pour les évaluer et les résultats que nous obtenons nous permettent ensuite de mûrir les réflexions et le cycle reprend. Donc, c'est un processus itératif qui nous permet d'ajuster et d'améliorer au fur et à mesure les expériences qui sont développées. Parce qu'on a cette citation de Churchill qui dit donc voilà, celui qui ne change pas ses idées ne changera jamais rien. Je pense que ça dit tout. Donc, on n'a pas peur de temps en temps de remettre en cause des stratégies que nous avons développées et de dire, bon, est-ce que ça fonctionne? Et si ça ne fonctionne pas, on réfléchit, on voit ce qui n'a pas fonctionné et on fait autrement. Cela est vrai surtout par rapport, on a vu récemment beaucoup d'approches communautaires que nous avons essayé d'initier, où je prends l'exemple des références communautaires, où on dit, bon, voilà, on donne à la communauté des motos, ambulances et autres, et puis ça va faciliter la tâche. La communauté pourra tout juste voilà, les utiliser pour référer des patients et des patientes du milieu communautaire vers les centres de santé. Eh bien, ça ne marche pas aussi simplement que ça. En analysant, on se rend compte qu'il y a beaucoup de déterminants qui ont été oubliés, qui n'ont pas été suffisamment pensés. Et il faut retourner vers les acteurs dans les communautés, rediscuter, échanger et voir quels étaient les éléments qui manquaient dans les stratégies qui étaient développées. Et c'est ainsi qu'on a pu effectivement changer des choses. Et aujourd'hui, cette initiative prend sur les terrains. Voilà, donc la recherche-action, il ne s'agit pas forcément de réinventer la roue, mais évidemment, il faut l'améliorer. Donc, on continue, on n'a pas fait un vélo en un jour. Et 4 ingrédients essentiels, on vise un changement social, pas des résultats quantitatifs. Il faut donc compter sur la participation des parties prenantes locales, les autonomiser aussi dans la mise en œuvre et faciliter l'acquisition de connaissances. Donc, c'est différent d'une recherche de base. La démarche est souvent longue, mais porteuse de durabilité. On dit aussi, seul on va vite, mais ensemble on va loin. Donc en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Parfois, ces interventions de recherche-action dans des systèmes complexes prennent énormément de temps et on a parfois l'impression de perdre son temps, mais lorsqu'on réussit à trouver le bon bout, on a des résultats prodigieux. Donc, je le disais, l'idée n'est pas de, comme on peut le voir ici à gauche, d'avoir des activités d'apprentissage en parallèle, mais c'est de les intégrer à la mise en œuvre. Nous avons un changement à atteindre, nous réfléchissons en amont aux stratégies possibles, il y a la littérature, il y a la consultation des différents acteurs, on propose et les stratégies qui sont retenues sont ensuite mises en œuvre. On peut voir donc ici, voilà, que
lorsque nous avons notre cadre de résultats, voilà, on a en général donc un objectif général, des objectifs spécifiques, on a différents résultats et derrière, bon, il faut mettre en œuvre une série d'activités. Alors, ce n'est pas tous les résultats qui sont aussi simples que ça à obtenir. Donc, il y a beaucoup d'entre eux qui sont des situations complexes à résoudre et qui nécessitent alors une approche réflexive de recherche-action. C'est pour ça qu'on peut voir ici donc certains de ces résultats vont faire l'objet de recherche-action pour être sûr de faire les bonnes choses, comme je le disais, et d'autres, par contre, bon, on dit il faut construire un centre de santé. On sait que on va pas se casser la tête, on construit les centres de santé, même si quelque part on peut aussi innover en s'adaptant à un certain nombre de choses comme la dimension genre, etc. Alors, donc, pourquoi l'apprentissage est donc important? Parce que nous cherchons, comme je le disais, des changements durables. Hein. Quand nous parlons d'outcome, il s'agit d'un changement. Et ces changements nécessitent donc d'avoir un changement de comportement au niveau des personnes, des institutions, mais aussi des systèmes, et pour faire évoluer les indicateurs simplement de l'aspect quantitatif, mais plutôt vers des aspects plus de développement. Donc, pour changer de comportement, nous devons accepter, comme je le disais, que la réalité est complexe et nous ne la maîtrisons pas. Il y a toujours une réalité sous-jacente qui nous échappe. Il faut aller la creuser et c'est quand on la maîtrise qu'on peut avoir les résultats. Mais comment on y arrive? Donc, en utilisant, comme je le disais, la recherche-action pour savoir le comment, même quand ça a marché, il faut aller chercher le comment ça a marché et c'est ça qui va faire de la connaissance partageable pour continuer à faire évoluer favorablement le système de santé. Donc, je rappelle donc ces principes, l'approche systémique, l'apprentissage conjoint avec le partenaire avec lequel nous travaillons, les perspectives qui sont à différents niveaux, tant au niveau individuel, au niveau intervention, au niveau portefeuille, mais aussi le domaine et finalement au niveau du secteur. Tout ça doit être impacté, donc ça commence par l'individu jusqu'au niveau sectoriel. Les cycles d'apprentissage itératifs, hein, durant le cycle de l'intervention, comme je l'ai montré, et bien sûr la gestion des connaissances, sinon vous n'aurez rien fait. Et c'est pour cela justement que nous sommes en train aussi d'organiser cet atelier de partage pour ensemble examiner les connaissances qui ont été produites et voir ensuite comment on peut les exploiter pour améliorer nos interventions. Je donne un exemple de mise en œuvre intégrée avec, par exemple, le programme PASSRIS. Alors ici, on peut voir, lorsque nous avons élaboré le document technique et financier, la théorie de changement ou la théorie d'intervention a été proposée ainsi que vous le voyez. Donc, on veut renforcer les droits et l'accès à des services de santé sexuelle et reproductive. Nous avons des changements qui sont visés, à savoir que on veut que les détenteurs de droits prennent de façon autonome des décisions sur les vies sexuelles et reproductives et que les usagers utilisent de façon équitable les services de santé sexuelle et reproductive. Le comment nous a été proposé, c'est de mettre en œuvre une stratégie globale de communication pour un changement de comportement, c'est de renforcer la chaîne de services complémentaires, intégrés, accessibles et de qualité, et de stimuler des innovations. Bon, lorsque vous avez ça, vous vous demandez, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais? J'ai une intervention, j'ai tout ça, je fais comment pour avoir ces résultats? Donc, c'est pas encore ce qu'il faut, donc il faut aller au-delà de ce niveau-là, et donc c'est insuffisant encore pour l'action. Donc, nous avons essayé de creuser chacun de ces changements qu'on voudrait avoir. Lorsqu'on parle de la prise de décision autonome par les détenteurs de droits sur les santé sexuelle et reproductive, qu'est-ce qu'on veut derrière? D'accord? Et là, on veut des changements comportementaux. Ces changements, c'est par exemple que les usagers changent de comportement par rapport aux droits sexuels et reproductifs. Plus en détail, que les maris facilitent l'accès aux services aux femmes, que les femmes prennent librement des décisions sur les droits sexuels et reproductifs. Bon, c'est pas encore fini non plus, mais comment on obtient tout ça? Quelle action on développe? Donc, pour avoir les résultats, il faut faire ces actions-là de manière réfléchie. Et donc, c'est là où nous faisons intervenir donc la recherche-action. Vous pouvez voir donc différents types de recherche-action, par exemple, qui ont été initiés dans le cadre de cette intervention. Voilà, donc, comme je disais, des changements, des stratégies sont proposées, mais purement théoriques. Lorsque nous faisons une théorie de changement, on a des hypothèses, on se dit, bon, si je développe telle
action, telle stratégie, j'aurai des résultats. Mais ce n'est qu'une hypothèse. Donc, pour creuser et voir si ces hypothèses-là vont fonctionner, il faut appliquer un processus réflexif, c'est-à-dire une approche de recherche-action. On avait fait le même exercice pour la deuxième intervention, mais je vais passer pour montrer donc aussi ce schéma, peut-être directement celui-ci, d'accord, où nous pouvons donc voir, lorsque nous élaborons une théorie de changement, puisque actuellement, c'est quelque chose que la plupart des partenaires essayent de mettre en œuvre, tous ceux qui ont des programmes de santé essayent de faire. Donc, on fait une analyse de contexte qui nous permet ensuite d'identifier d'abord quel est le changement qu'on veut obtenir, c'est le premier point. Ensuite, on essaye de voir, donc, le changement, ça tient compte de l'analyse de contexte, etc. Ça tient compte aussi, donc, de voir quelles sont les stratégies qui peuvent permettre de les atteindre. Et ensuite, on fait la planification, on implémente des actions, on a des résultats. Et ensuite, on peut suivre ces résultats-là, donc le cycle de gestion des connaissances. Mais ce qui est important à aussi montrer, c'est que lorsque nous avons fait l'hypothèse sur des stratégies pour avoir des résultats que nous voulons planifier, dans la mise en œuvre, il faut donc appliquer la recherche-action pour approfondir les stratégies qui peuvent être porteuses de résultats et ne pas se fier exclusivement à notre connaissance d'experts, entre guillemets, puisque les vrais experts sont les experts terrain, c'est-à-dire ceux qui vivent les situations au jour le jour. Alors, donc, c'est ça la recherche-action qu'on a ajoutée ici. Alors, j'ai ajouté ce qu'on a appelé ici Support and Learning parce que nous avons au niveau du siège ENABEL, et Karel est là justement quasiment tous les 3 mois pour ça. Donc, nous avons des experts donc, qui, avec leur regard externe, accompagnent, analysent avec nous ce qui se met en œuvre et apportent leur science pour mieux designer les différentes interventions. Alors, après, au niveau de la partie 3 ici, vous voyez donc qu'on a mis ER, c'est pour parler donc de l'évaluation réaliste. Je pourrais un peu revenir sur ça. Mais lorsque vous avez mis en œuvre un programme d'activité, vous avez un résultat, c'est bien, mais il y a encore quelque chose à éclaircir. Comment est-ce qu'on a obtenu le résultat? Donc, la boîte noire qui est là doit être creusée et c'est là où l'évaluation réaliste doit intervenir pour nous permettre de mieux comprendre ce qui a donné ces résultats ou ce qui n'a pas donné justement les résultats. Voilà. Donc, nous avons donc en fin de compte l'apport réaliste qui nous amène à utiliser cette théorie de changement que nous développons souvent, mais avec la recherche-action au cœur, le support and learning dont j'ai parlé, et puis l'évaluation qui doit être donc finalement une évaluation réaliste. Voilà, évaluation réaliste parce que nous voyons un iceberg, mais voilà, on voit juste le sommet. En dessous, il y a beaucoup d'éléments qu'il faut encore aller chercher pour comprendre. Donc, ça qui est illustré ici, nous avons les interventions qui sont proposées, une situation initiale qui nous a mené à élaborer une théorie de changement. On a mis en œuvre une recherche-action. Nous avons un changement qui est obtenu. Alors, pour comprendre, il y a un contexte qui a joué, mais un mécanisme aussi pour avoir finalement le résultat. Et ce mécanisme, il n'est pas connu d'avance, donc il faut chercher à le comprendre. Et donc, c'est là où l'évaluation réaliste, qui est une approche de plus en plus utilisée dans la plupart des interventions, intervient. Voilà, j'ai déjà parlé du support and learning. Je ne vais pas revenir sur ça. Voilà, donc pour finir, montrer donc que, en gros, nous avons aujourd'hui plusieurs outils qui sont intégrés donc dans notre cycle de planification et de mise en œuvre de l'intervention qui concerne tous les niveaux, le niveau politique, comment on part de là pour aller vers des orientations stratégiques, c'est toujours des théories de changement derrière, et du niveau stratégique vers la planification et le démarrage des interventions. On fait donc toujours cette théorie de changement. Et lors de la mise en œuvre, comme je l'ai dit, la recherche-action de manière itérative et les résultats qui doivent donc ensuite être analysés pour nourrir le dialogue stratégique et politique
tant au niveau national qu'au niveau international. Je parlais de synergie parce que c'est un aspect important. L'apprentissage mutuel entre interventions, déjà intervention santé, nous le faisons entre nos deux interventions, Enabel et les autres partenaires techniques et financiers. Nous avons des subsides que nous avons accordés à des ONG. Ces subsides-là nous permettent en fait de nous enrichir de l'expérience que ces ONG et autres-là développent, mais aussi ça nous permet quelque part de renforcer des capacités pour différentes organisations pour qu'elles aient davantage de l'impact sur le terrain. La collaboration active est donc nécessaire avec les différents partenaires pour co-construire donc les différentes stratégies au sein du secteur de la santé. Et je pense que c'est quelque chose que nous devons davantage renforcer. L'innovation ne veut pas toujours dire qu'il faut faire une nouvelle chose, mais voilà, c'est de aussi faire les choses autrement, même quand elles sont déjà là. Nous avons plusieurs expériences de collaboration. C'est le cas du e-sigle. J'ai parlé de la GMAO, avec l'UNFPA, les réseaux SONU et autres, les soins optimisés avec l'UNICEF, etc., etc. Voilà. Et donc, ces synergies, je pense, nous permettent non seulement d'apprendre, mais aussi d'être plus efficients. D'être plus efficients parce que ce qui est déjà fait, on n'a plus besoin de les refaire exactement. Nous avons aussi besoin de ces synergies en termes d'appui complémentaire. On a eu l'exemple avec le projet SRPS, par exemple, où nous avions tous prévu de faire des dotations en outils informatiques. Alors, on s'est entendu pour que Passeris, par exemple, appuie certains départements et que le SRPS en fasse ailleurs. Cela est important pour coordonner l'appui et il n'est pas rare, encore malgré ces efforts-là aujourd'hui, de rencontrer des acteurs dans le système qui ont reçu des équipements des différents partenaires et ils n'en ont pas forcément besoin. Donc, on doit judicieusement utiliser ces appuis de manière plus équitable pour que le système soit dans son ensemble impacté. Je pense que la participation des groupes sectoriels se fait et c'est important au niveau des PTF pour que nous renforcions davantage ces synergies, ce dialogue et cette communication entre nous pour avoir davantage de l'efficience. Donc, il faut booster davantage ces groupes de réflexion, partager des expériences pour un apprentissage mutuel. Alors, pendant cet atelier, on aura donc à partager différentes expériences de recherche-action qui concernent par exemple des modèles de services pour adolescents et jeunes, l'accès à la contraception, comment réduire les retards pour les soins obstétricaux néonataux d'urgence. On a parlé de VBG ce matin à travers le petit sketch qui nous a été présenté, et c'est un vrai défi, hein, ces modèles VBG. Quel est le modèle de service adéquat? Donc, on partagera des expériences. Comment favoriser l'accès aux soins pour les maladies non transmissibles? Hein, quel modèle d'action structuré pour une demande de soins davantage structurée? Quel modèle de production des ressources humaines en santé? Comment on améliore la production et l'utilisation des données sanitaires de qualité? Comment on améliore la chaîne d'approvisionnement? Les thématiques sont nombreuses, tout aussi intéressantes les unes que les autres. Mais si nous arrivons aujourd'hui à apporter ces éléments à votre appréciation, c'est aussi et surtout parce que nous avons ensemble réfléchi à utiliser l'approche de recherche-action pour pouvoir apprendre donc de ces interventions-là, collecter des données, les analyser ensemble. Alors, je finis donc avec des défis et des difficultés. Alors, les innovations ne sont pas toujours la reproduction de stratégies du système, qui ne sont pas de la reproduction des stratégies du système, ne sont pas toujours acceptées. Parfois, c'est un vrai défi pour convaincre un certain nombre d'acteurs, surtout par rapport à des réformes qui sont prises de manière, je dirais, très, très solide et argumentée. Mais donc, il faut trouver le moyen de faire aussi le jeu de communication pour qu'il y ait de l'espace pour travailler à côté par rapport à des stratégies qui sont connues, mais qu'on pense qu'on peut améliorer. Le ciblage thématique est toujours mis en balance avec des besoins immenses au sein du secteur. On n'arrête pas de nous dire
bon, il faut intervenir sur ceci, il faut intervenir sur cela. Par exemple, la nutrition, les soins palliatifs, on a fini par voir l'intérêt, on a travaillé là-dessus, les maladies non transmissibles, etc. Donc, les besoins sont importants. Et là aussi, je pense qu'il y a besoin nécessairement, je pense, entre partenaires techniques et financiers et avec le ministère de la Santé de dimensionner les appuis entre les partenaires techniques et financiers. Il y a aussi quand même parfois, comme je le disais, un manque de concertation entre PTF, surtout au niveau des appuis qui sont fournis sur le terrain. Comme je l'ai déjà dit, c'est parfois quand vous allez sur le terrain, vous voulez faire telle ou telle activité, que vous découvrez peut-être un équipement qui est heureusement avec une étiquette de telle ou telle structure, et vous vous dites, mais c'est pas possible. Donc, je pense qu'on doit trouver le moyen de travailler à renforcer la communication à ce niveau-là également. Construire avec le partenaire, c'est toujours très, très bien, mais parfois, il y a de longs processus de validation qui font que nous perdons aussi beaucoup de temps. C'est quelque chose auquel nous devons rester attentifs. L'exemple le plus important que je peux citer, c'est les différents projets digitaux qui impliquent au minimum 2 ministères, santé, numérique, et de nombreuses agences où chacune a une prérogative en termes de validation de différentes étapes, etc. Et vous savez bien sûr qu'il y a un boom au niveau aujourd'hui des projets de digitalisation. Ça fait que ces agences qui sont aussi souvent sous-effectifs prennent beaucoup de temps pour valider des processus. Et vous avez des délais contractuels avec des prestataires qui doivent développer des solutions et autres, etc. Donc, c'est pas des situations toujours très faciles. Il y a aussi, par rapport aux interventions que nous mettons en œuvre, je crois que Enabel n'est pas le seul concerné. On essaye autant que possible, mais les durées d'intervention limitées, les interventions, parfois les changements de zones géographiques et autres, ne permettent pas vraiment d'inscrire, de faire maturer différents projets, différentes initiatives qui sont développées pour avoir de la durabilité que tout le monde réclame pourtant. Je pense que ce n'est pas en 3, 4, en 5 ans qu'on peut se targuer de penser vraiment avoir des résultats déjà tellement importants que voilà, la durabilité est automatiquement au rendez-vous. Alors, je le disais, la flexibilité de l'innovation aussi est confrontée, parce que quand vous parlez d'innovation, il faut de la flexibilité, mais souvent aussi confrontée à des procédures administratives parfois et financières un peu rigides. Et ça, que ce soit en interne ou que comme au niveau du partenaire, il y a nécessité de réfléchir pour faire évoluer les choses à ce niveau. Enfin, la pérennisation des acquis, on voit que les aspects institutionnels et techniques sont bien souvent assez vulnérables, mais lorsqu'il s'agit donc des aspects financiers, nous sommes souvent en difficulté. Et c'est quand même important que par rapport à un certain nombre de stratégies qui fonctionnent, qu'avec le partenaire, on réfléchisse ensemble pour voir comment est-ce qu'on peut prendre des engagements à ce niveau-là, trouver des ressources domestiques pour pouvoir inscrire dans la durée un certain nombre d'actions qui fonctionnent. Les leçons apprises, c'est que l'alignement sur les priorités du secteur facilite quand même l'appropriation des expériences. L'approche réflexive dont j'ai longuement parlé est porteuse de résultats aussi, avec un potentiel élevé d'appropriation et de durabilité. On a vu aussi que le système de monitoring et évaluation en général, on le met en place dès qu'on formule une intervention, mais après, lorsque vous analysez les cas de résultats et vous le mettez en parallèle avec les activités de recherche, action et autres qui sont intégrées dans la théorie de changement, on voit que ce système de monitoring a besoin d'évoluer. Et donc, on aurait dit que dans l'idéal, il faut au minimum décider de ce qui fera l'objet d'une analyse plus approfondie et peut-être que l'idéal serait d'attendre au moins une année avant d'avoir un système de monitoring qui s'adapte réellement aux besoins de l'intervention. Mais bon, ça, c'est un débat. Les ressources humaines en santé, on a pu comprendre donc qu'en fait, c'est un investissement important. Quel que soit l'axe d'intervention qu'on a pris aujourd'hui, on se rend compte que les ressources humaines doivent être davantage investies, tant au niveau
de la quantité, c'est important, qu'au niveau de la qualité et surtout donc aussi de la motivation et de l'engagement au travail. On pense qu'aujourd'hui, si on réussit ce défi d'améliorer continuellement les capacités et l'engagement du personnel au travail, nous avons des possibilités de changer vraiment de manière approfondie les différents problèmes que nous rencontrons au sein du système de santé. Quelques questions que je nous laisse pour finir, c'est donc justement comment, dans un premier temps, accompagner la durabilité des innovations à haut impact que nous identifions au cœur du système. Voilà, le problème se pose toujours. Aussi, comment faire le pont entre le niveau opérationnel, qui est le terrain d'expérience, et le niveau politique et stratégique, pour une intégration des leçons apprises au niveau opérationnel dans les décisions stratégiques et les orientations politiques, notamment le passage à l'essai d'initiatives porteuses qui ont été éprouvées. Parce que on n'a pas la solution, mais nous sommes tous concernés pour dire quand il y a des choses qui fonctionnent. On a vu, par exemple, dans certaines zones sanitaires, des expériences où après, on voit les responsables de zones qui mettent tout en œuvre pour essayer de le faire parce qu'ils y croient, mais le niveau stratégique et politique n'arrive pas à suivre cela pour permettre que cela soit, par exemple, répliqué ailleurs. Parfois, ça vient, mais ça prend énormément de temps. Et quelle approche aussi il faut identifier pour que systématiquement les leçons apprises dans les interventions des différents partenaires techniques et financiers fassent l'objet d'apprentissage mutuel, mais pour nourrir également le plaidoyer politique. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je voudrais partager avec vous et je nous laisse donc sur ces questions-là qui, j'espère, nous permettra de trouver les meilleurs moyens donc d'améliorer nos appuis au sein du secteur de la santé. Merci de votre attention. C'est juste pour mettre le doigt sur tout ce qui a été soulevé de façon claire et pointue dans cette conférence inaugurale. La question de la synergie des partenaires reste un véritable problème, pour ne pas dire une véritable plaie. Et en tant que chef de file, j'en ai fait vraiment mon cheval de bataille. C'est pour cela que dans la réorganisation de l'équipe de l'ensemble des partenaires, quand j'ai suggéré à monsieur le ministre de faire en sorte que les partenaires on puisse les organiser par domaine d'appui. Parce que si dans un domaine ils ne se connaissent pas, ils ne se parlent pas, c'est sûr que on ne pourra pas appuyer efficacement le ministère. Et je voudrais vous remercier pour avoir soulevé cela. Et on va y travailler ensemble dans le groupe des partenaires techniques. Je ne vais pas revenir en long, en large sur tout ce que vous avez dit, mais j'aimerais prendre un aspect qui pour moi reste important et je me réjouis que Enabel travaille sur ce domaine, la question des ressources humaines. C'est un élément qui est clé et fondamental dans le secteur de la santé. Pour l'OMS, au-delà de la formation, nous pensons que la question du recrutement, vous travaillez aussi sur cette plateforme de recrutement, ça reste important. Mais ensuite, il y a deux autres aspects qu'il est important de regarder, la question de la rémunération et la question de la rétention. Très souvent, on recrute, on envoie, on forme, on recrute, on envoie, et parfois, le personnel de santé ne reste pas dans ces zones. Parfois, les zones reculées. C'est important qu'on puisse réfléchir à des approches avec le ministère pour voir comment est-ce qu'on essaie de retenir. Il y a une étude qui est sortie, qui a été faite par l'OMS Genève, qui a montré que dans notre sous-région, on a la fuite des cerveaux en personnel de santé. Nos États mettent beaucoup de ressources à former, avec des académiciens qualifiés. Le fait qu'on ne peut pas retenir ces personnes et qu'ils partent vers d'autres contrées, c'est quelque chose sur lequel vraiment il est important de regarder. Donc, cette répartition équitable, c'est vraiment fondamental. Donc, la question des ressources humaines, elle est à prendre dans toute sa globalité au-delà de la formation
de qualité, mais aussi regardons ce qui se passe sur tout ce qui est rémunération et rétention. Sinon, on investit pour que d'autres pays récupèrent ce personnel. C'est une perte énorme. Merci. Et le représentant de l'OMS a abordé le problème de synergie d'action entre les différents partenaires et ça ressort vraiment ici puisque l'UNFPA aussi intervient dans maints domaines, disons, qui se recouvrent dans ce que fait déjà Enabel sur le terrain. Et il est vraiment très important que nous partagions, que j'assiste effectivement à cette séance, cet atelier de partage d'expérience pour savoir exactement ce qui s'est passé sur le terrain. Et le gros problème, souvent, nous partageons les succès, mais il faudrait qu'on partage surtout les difficultés pour que ceux qui veulent mener les mêmes interventions ne fassent pas les mêmes erreurs. Je le dis surtout parce qu'il y a deux problèmes importants de la plateforme, le centre de simulation et d'apprentissage sur les SONU. Je voudrais mieux comprendre ce qu'il en est. Peut-être que c'est pas encore le moment, peut-être dans les travaux, lorsqu'on va se retrouver plus tard. Et par rapport surtout au problème de moto-ambulance, pour lesquels il y a eu des difficultés dans la mise en œuvre et pour lesquels la mise en œuvre a été corrigée. Effectivement, l'UNFPA aussi programme mettre en place des motos-ambulances, surtout dans le département de l'Atlantique, à travers le projet Takeda. Donc, nous voudrions comprendre alors pourquoi, donc, quelles sont les difficultés que vous aviez rencontrées et quelles sont les actions correctrices qui ont été mises en œuvre pour que nous ne commettions pas les mêmes erreurs. Puisque souvent, c'est comme ça que nous travaillons souvent, l'autre vient et reprend les mêmes erreurs qu'avait fait le prédécesseur. Donc, le partage, ça démontre que cet atelier est très important pour tous les partenaires qui interviennent dans le même domaine. Donc, je voudrais que Élysée, ou bien plus tard en coulisses, qu'on revienne sur ces différentes difficultés. Enabel, aujourd'hui, on travaille à la fois sur la formation initiale comme la formation continue. Mais c'est vrai qu'on se rend compte que, bon, il faut déjà du travail décent, effectivement. Bon, cette thématique-là est transversale aux interventions Enabel. Je pense qu'on va davantage mettre l'accent sur cela. Il suffit de se promener parfois dans quelques formations sanitaires. Je me souviens, l'autre fois, c'était dans, je sais plus comment ça s'appelle, dans le Koufo, là où il y a le logement là qui est construit, au Titor, par exemple. Et j'ai vu une jeune sage-femme bon, elle doit avoir à peine 25 ans ou moins, qui vient d'être recrutée, mais c'est pas possible le logement, quoi. Ce n'est pas possible. C'est dans un état tel que, je dis, mais c'est pas possible. Et il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de rien pour se divertir, pas d'internet, pas de télévision, etc. Je dis, mais non, elle va pas rester. Ça, c'est sûr, elle ne va pas rester. Et donc, justement, dès que vendredi midi, elle essaye de finir avec les petites consultations qu'elle a, elle disparaît et ça fait au lundi ou au mardi. Et ça, c'est parce qu'elle fait l'effort au moins de venir. Et donc là, on s'est dit, non, attention, si on veut, surtout face à cette communauté qui est déjà parce que les routes sont pas bonnes, donc c'est une communauté enclavée et autres, il faut faire quelque chose pour qu'au moins cette femme, elle reste. Et c'est comme ça que de manière isolée, on a décidé de réfectionner le logement de cette sage-femme, par exemple, pour lui permettre de rester. Donc, il y a des actions comme ça au cas par cas, mais je pense qu'effectivement, il faut penser la question de manière systémique pour que, effectivement, on améliore les conditions de travail du personnel et aussi sa rémunération pour que les gens restent. C'est ce que j'appelais quelque part l'engagement au travail qui nécessite des incitants que l'on doit injecter pour que les gens puissent accepter de travailler, pardon. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous et je pense que c'est des questions que nous pouvons ensemble porter en tant que partenaires techniques et financiers auprès du ministère de la Santé et même au-delà, l'ensemble du gouvernement, parce qu'il n'y a pas que la santé qui décide par rapport aux ressources humaines pour que l'on trouve des solutions vraiment durables. La question de Dr Aounou, je pense qu'effectivement, il y a une session qui est consacrée particulièrement à l'expérience des motos-ambulances. Je ne sais pas si vous avez la session, vous pouvez communiquer à Dr Aounou déjà pour voir s'il serait là. Je pense que ce serait vraiment intéressant parce que c'est une expérience
où nous avons vraiment beaucoup appris. Vraiment beaucoup appris. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais voilà. Je vous donne un petit exemple. On dit aux communautés, bon, puisqu'il y a des groupements qui existent et autres, qui ont l'habitude de cotiser, mais on cotise pour des choses comme des fêtes à venir, des mariages, etc. Donc, on voit l'intérêt. Bon, nous, on est parti sur ça en disant, bon, attention, pour entretenir vos motos, peut-être qu'il faut que vous cotisiez. Bon, on a entendu oui un peu partout, par exemple. OK? Mais à la mise en œuvre, personne ne veut cotiser finalement. Parce que les gens se disent, mais je ne comprends pas pourquoi je vais cotiser alors que ma femme n'est pas malade, elle n'est pas enceinte. Pourquoi vous voulez que... Donc, on n'arrive pas à se projeter dans le futur pour dire, mais bon, il peut y avoir un moment de soudure où c'est un peu comme l'assurance santé aussi, où on dit aux gens, bon, vous allez devoir mettre un peu la main à la poche, mais il se dit, mais je suis pas malade, pourquoi il va cotiser? Et il a fallu retravailler dans les communautés pour que les communautés elles-mêmes trouvent des initiatives pour alimenter les caisses. Par exemple, aller cultiver un champ communautaire où chacun à son tour pour venir travailler dans le champ, etc. Donc, la science, elle est dans la communauté, mais nous avons souvent tendance à penser à leur place. Et quand on fait ça, on n'a pas les solutions. On développe des expériences qui sont vouées à l'échec. Voilà. Et donc, par rapport à la mobilisation, parce qu'on a vu d'autres expériences de moto-ambulances ailleurs qui n'ont pas fonctionné, justement parce qu'il n'y a pas cette dynamique communautaire qui permet de s'assurer d'une certaine appropriation de l'initiative. Et quand on n'arrive pas là, on n'a pas le résultat. Donc oui, docteur Ounou, on va échanger ensemble sur la question. Je crois que c'est important pour que vous puissiez effectivement vous enrichir de ces problèmes qu'on a pu rencontrer pour ne pas, comme vous l'avez dit, reproduire les mêmes erreurs. Comme vous l'avez dit, il y en a belle aujourd'hui, mais vous voyez, ça fait un moment que nous sommes ensemble dans les communautés, dans nos communes. C'est un partenaire de niveau très élevé qui a accompagné le Bénin dans le secteur de la santé. Je dois dire que ce n'est pas seulement de la santé, parce qu'on est allé même dans le secteur de l'agriculture, sur le plan environnemental, parce que si on ne mange pas, on va tomber malade. Et c'est un partenaire que nous devons saluer. Ce qui a été dit au cours de la conférence inaugurale, je suis d'accord. Parce qu'on était tous sur le terrain, nous avons travaillé ensemble. Ce qu'il a dit par rapport à nos motos, vous avez compris, les tricycles là, ambulance, c'est vrai. Et je crois que la mise ensemble des efforts nous permettra d'aller plus loin. Quand je parle de la mise ensemble des efforts, je parle du gouvernement central lui-même, les gouvernements locaux et les partenaires qui interviennent dans nos communes pour le bien des communautés. Nous sommes là pour les communautés, nous sommes là pour les populations et tout ce qui est fait, c'est à leur endroit. Et je voudrais remercier tous ceux qui travaillent pour que le mieux-être soit la chose la mieux partagée de tout le monde dans nos communautés. Encore une fois, je dis un grand merci à notre partenaire privilégié, Enabel. Ce n'est pas seulement la santé, je vous ai dit. C'est le développement même au pluriel. Au pluriel parce que les gens ont compris finalement que c'est vrai, il faut soigner les gens, il faut s'occuper du système, mais si de l'autre côté, on a le ventre vide, on n'appuie pas de la nutrition, on n'appuie pas l'agriculture, ça ne peut pas marcher. Tout ça, c'est fait. Tout cela a été fait. Et l'appui est donné au gouvernement, appui institutionnel et appui au niveau opérationnel, on l'a dit, il n'y a rien de plus merveilleux. Le débat qu'il y a eu sur la coordination des partenaires techniques et financiers du secteur de la santé. Cette problématique est connue depuis de longue date et elle est débattue aussi de longue date, mais les solutions sont difficiles à trouver parce qu'effectivement, les deux parties, Bénin et partenaires, n'arrivent pas à trouver les modalités de relation de confiance ferme. Mais il faut savoir aussi qu'au niveau Bénin,
au niveau acteur du secteur de la santé, il y a besoin aussi qu'une coordination se fasse. Je veux parler du niveau opérationnel entre les deux secteurs publics et privés où la coordination fait défaut. Et ce défaut conduit à une baisse de performance du secteur et une baisse d'efficience dans les appuis que les partenaires apportent. Donc il y a un travail aussi à faire du côté de la partie Bénin, notamment côté opérationnel. Parce que quand quelque chose ne va pas bien, on a tendance à rechercher chez l'autre, alors qu'on a souvent aussi des choses à corriger. Deuxième aspect, c'est celui des ressources humaines. Pour dire que cette problématique, elle n'est pas spécifique du Bénin, elle est mondiale. Et malheureusement, le Bénin se trouve du mauvais côté, c'est-à-dire du côté de ceux qui perdent des ressources humaines au profit de ceux qui en gagnent. Pourquoi? Parce qu'ils ont des ressources plus importantes. Ils peuvent payer, ils peuvent offrir des conditions meilleures que ce qu'on peut faire. Mais nous devons, nous, Bénin comme d'autres pays, dans ce camp des perdants des ressources humaines, savoir innover. Parce qu'il n'est pas possible de trouver des solutions à ce problème si nous continuons à utiliser les mêmes stratégies, les mêmes méthodes pour les aborder, on aura le même résultat. J'ai coutume de dire que idéalement, il faudrait faire ce que j'appellerais une dérégulation en matière de ressources humaines. C'est-à-dire décider de faire le contraire de ce qui est fait jusqu'à maintenant pour qu'on arrive effectivement à garder les ressources humaines. À d'autres occasions, on entrera dans le détail, mais pour dire que si on continue à faire comme on fait, les autres vont nous les prendre parce qu'ils vont proposer de meilleures conditions. On voit aujourd'hui que le jour de présentation de thèse des médecins, par exemple, vous avez déjà des équipes qui sont là pour les récupérer. Parfois, même c'est avant que les contrats sont signés. Donc, on a du travail à faire. Le troisième point serait de dire félicitations à Enabel pour tout ce que Enabel fait dans le secteur de la santé et ailleurs, mais là, restons dans le secteur de la santé, qui profite aux populations, mais surtout cette approche qui est d'aller interroger les populations elles-mêmes. Parce que dans l'évaluation, l'analyse approfondie du secteur de la santé qui a été faite dans le cadre des réformes, il a été bien mis l'accent sur le fait que on fait très peu attention au contexte socio-culturel. Pour dire qu'on va chercher des projets conçus ailleurs, on vient les plaquer au Bénin, et ça marche pas. On a vu par exemple aller installer dans le cadre de la lutte contre la défécation à l'air libre, installer des toilettes publiques en plein milieu du village, mais personne n'y va. C'est pas possible dans notre contexte socio-culturel que tout le village sache quand quelqu'un va aux toilettes, c'est pas possible. Donc si le contexte socio-culturel avait été bien interrogé, on aurait compris qu'il fallait le mettre ailleurs qu'en plein centre. Et je vois que dans leur démarche, Enabel va aller interroger les populations, va regarder pour trouver les meilleures approches pour régler. Donc bravo, félicitations, continuez comme ça.